Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Les Jeux Olympiques et Paralympiques dans la capitale de son propre pays. Un événement que vous et vos enfants ne vivront probablement qu'une seule fois dans leur vie. Alors, comment profiter au maximum de ces Jeux Olympiques et Paralympiques? On en parle avec nos invités dans quelques instants. On continue sur la thématique du sport en deuxième partie d'émission. Mais cette fois, ce sera avec l'école du pôle Léonard de Vinci. On en parle tout à l'heure. Vous retrouverez aussi Malika Ménard dans Soutien d'écolier. Cette semaine, son invité est le chef cuisinier Akram Benallal. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité du jour avec Loïc Landreau. Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. La ministre chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles relance la commission indépendante sur l'inceste avec la nomination d'un collège directeur. Après la démission de ses deux coprésidents en février dernier, Sarah El Haïry relance effectivement la Ciivise avec 4 personnalités qui seront chargées de former des professionnels pour mieux accompagner les enfants victimes d'inceste et de violences sexuelles. Ce quatuor, vous allez le voir, sera composé de Maryse Lemaine-Régnier, ancienne magistrate et présidente de la Fédération France Victimes, Thierry Baudet, chef du service de psychopathologie de l'enfant à l'hôpital Avicenne à Bobigny, Solène Potvin, présidente de l'association Face à l'inceste, et Bruno Questel, ancien député et maire lui-même victime de viol lorsqu'il était enfant. La Ciivise a été lancée, je vous le rappelle, en mars 2021. Depuis, elle a recueilli plus de 30 000 témoignages et mis 82 recommandations au gouvernement pour mieux écouter et protéger nos enfants. La ministre Sarah El Haïry souhaite que les travaux reprennent au plus vite pour continuer de briser le silence. On poursuit Loïc avec ces 12 communes de Seine-Saint-Denis qui ont décidé de mettre l'État en demeure. Il dénonce le manque chronique d'enseignants. Il faut savoir que dans ce département, qui est à la fois le plus pauvre et le plus jeune de France métropolitaine, les élèves perdent en moyenne 15% de leurs heures de cours, soit l'équivalent d'une année complète sur l'ensemble de leur scolarité. Alors cette mise en demeure concerne l'application immédiate du plan d'urgence pour l'éducation en Seine-Saint-Denis pour garantir l'égalité d'accès à l'école pour tous. Ces 12 municipalités s'appuient en fait sur un arrêt du Conseil d'État qui date de 1985 sur le respect de la dignité de la personne humaine, et elles ont pris un arrêté qui ordonne à l'État de leur payer 500 € par jour jusqu'à ce qu'ils mettent des enseignants et des AESH là où il en manque. Le but est d'obtenir la mise en place d'un plan d'urgence de 358 millions d'euros pour le département, la création de 5000 postes de professeurs et d'un peu plus de 3000 emplois de vie scolaire. Et la colère, évidemment, ne faiblit pas. On suivra de très près, évidemment, la situation donc, de ces 12 communes de Seine-Saint-Denis qui ont décidé de mettre l'État en demeure. Sur le terrain, justement, ces témoignages inquiétants de parents d'élèves à Vitry-sur-Seine. On est cette fois dans le département du Val-de-Marne. C'est à la lisière de Paris, qui est lui aussi touché par le manque de professeurs, comme la Seine-Saint-Denis. Là, c'est dans une école de la ville, une classe de CE2 n'a pas d'enseignant depuis 7 semaines. 7 semaines. Et hier, les parents d'élèves se sont mobilisés. Ils ont raconté leur quotidien au micro de Manon Mella de la rédaction numérique de France Inter. Les enfants sont laissés à eux-mêmes et donc ils finissent par être déscolarisés parce qu'ils ne savent plus trop pourquoi ils viennent à l'école et ils sont dispatchés dans des classes sans avoir de suivi, donc ils font du coloriage, du dessin, donc voilà, ils sont en CE2, c'est un petit peu grave. Le matin, on arrive à l'école, on ne sait pas s'il y aura un remplaçant. Donc ma fille, la plupart du temps, ne travaille pas. Elle ne veut plus aller à l'école alors que c'est une enfant qui est motivée, qui aime apprendre. Elle ne souhaite plus y aller. On se sent abandonné. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'enseignant, l'école, c'est une garderie. Il y a un moment, quand on ne veut pas payer les gens pendant des années, on les traite un peu de fainéants pendant des décennies. On en voit le résultat. Nous, on tient au public, on ne veut pas mettre nos enfants dans le privé et on veut que le public aille bien. On espère que toutes ces petites mobilisations qui ont lieu partout auront un effet. Contactée par la rédaction de France Inter, l'Académie de Créteil n'a pas répondu aux sollicitations des journalistes. Un contexte tendu dans lequel 75% des Français estiment que l'école privée offre de meilleurs résultats que l'école publique. Un sondage Odoxa pour BFM Business, AJP et le magazine Challenge dévoilé ce matin. Effectivement, donc 75% des Français estiment que l'école privée offre de meilleurs résultats. 74% de ces personnes pensent également qu'elle est une garantie de réussite et 63%
qu'elle a une meilleure image globale. Et c'est un sondage qui intervient après l'annonce d'un rapport parlementaire sur le financement des écoles privées qui souligne l'opacité de l'investissement public justement dans ces établissements, ainsi que des manquements dans les contrats signés avec l'État. Parmi les sondés, 52% estiment que l'État devrait majoritairement financer le privé, là où 46% y sont opposés, soulignant que tous les enfants ne bénéficient pas de ces écoles. Autre chiffre marquant, 49% des Français pensent que la dotation publique vers le privé devrait être réduite ou supprimée. Rappelons-nous qu'en 2023, ce sont 2,2 millions d'élèves qui étaient scolarisés dans ces 7500 établissements sous contrat, malgré les critiques régulières autour d'un manque de mixité sociale et une prédominance d'élèves issus de milieux favorisés. Et pendant ce temps, dans l'Académie de Nice, on apprend que le taux de réussite au brevet 2023 a été relevé artificiellement. Alors, c'est une pratique qui n'est pas nouvelle et qui concerne de nombreuses académies depuis de longues années. Alors concrètement, c'est la possibilité pour un recteur de réviser l'ensemble des notes des élèves, donc en gros de les augmenter, en ajoutant un point ou deux ou trois si on constate une différence par rapport à l'année précédente. Ce sont des correctifs qui sont appliqués pour lisser les notes entre les professeurs qui notent dur et ceux qui notent plus large. Et à la base aussi, ces correctifs ont été mis en place par le ministère pour permettre à des candidats qui, par exemple, auraient eu 9,8 de passer à 10 et donc d'obtenir leur brevet. C'est donc tout à fait légal, mais les académies en abusent. Les enseignants, de leur côté, dénoncent de plus en plus de pression de l'inspection pour noter souple, avec des instructions qui viennent d'ailleurs directement des rectorats. Mais cette pratique va bientôt disparaître, puisque Gabriel Attal, lorsqu'il était ministre de l'Éducation, avait annoncé vouloir mettre fin aux correctifs académiques pour ne plus cacher le véritable niveau des élèves. Et on termine avec une bonne nouvelle, une lycéenne de 17 ans qui vient de remporter le prix Margaret Junior Europe. Une récompense annuelle qui met en lumière les innovations environnementales et sociétales portées par de jeunes femmes ambitieuses de 7 à 18 ans. Apolline Amblot a lancé l'application Echo qui veut lutter contre l'éco-anxiété. Elle souhaite soigner la santé mentale pour qu'elle résonne sur la santé de la planète. Invitée de France Inter ce matin, elle explique le but de son application. Alors le but d'abord c'est de proposer des ressources donc aux personnes qui utilisent l'application pour se détendre. Donc c'est-à-dire gérer son stress, gérer son anxiété d'abord de manière on va dire presque physique avec des exercices de respiration, méditation peut-être aussi guidée. Puis ensuite d'inciter à agir, donc de s'engager concrètement pour l'écologie. Et le fait de s'engager ça a aussi réduit l'angoisse puisqu'on a l'impression d'avoir un vrai impact en fait. Apolline Amblot qui passe son bac là au mois de juin et elle a tenu à passer un message aux jeunes femmes qui souhaitent se lancer dans la création d'entreprises et précisément dans l'univers du numérique. En fait, je pense qu'il faut aussi redonner confiance aux femmes en fait, pour qu'elles osent se lancer dans ce domaine-là parce qu'on nous dit qu'on a un phénomène un peu d'imposteur, on n'ose pas se lancer, etc. Mais c'est vrai que si on ne nous donne pas les codes, en fait, les clés pour s'affirmer dans un monde d'hommes, en fait, on ne peut pas le faire. Et je pense que des concours comme les Margaret, ça permet de donner de la confiance aux jeunes femmes pour qu'ensuite elles décident de se lancer plus tard dans leur carrière dans le numérique. Enfin, de toute façon, le numérique, ça englobe tout en fait aujourd'hui, c'est présent partout. Et donc intégrer les femmes dans le numérique, c'est intégrer les femmes sur le marché du travail aussi. Voilà en tout cas un bel exemple de cette phrase de Rodrigue dans le CID. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Merci beaucoup, merci Loïc. Un peu moins de 4 mois avant le début des Jeux Olympiques et Paralympiques, et alors que les mesures concernant cette grande manifestation sportive se multiplient, on a décidé de se poser la question dans le Grand JT, comment faire vivre au mieux ces JO aux enfants? Pourquoi tant de tensions autour de l'organisation? Et surtout, quelle est la place du sport dans la société et à l'école en particulier? On en parle avec nos invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Géraldine Bagné. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes députée MoDem, vous êtes vice-présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, membre du groupe de travail chargé du suivi de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Merci d'être avec nous, madame la députée. Maxime Scotti, merci. Bonjour. Un fidèle de l'émission.
infidèle en 2 mots, bien sûr, professeur agrégé d'EPS, vous êtes vous-même aussi professeur agrégé de lettres classiques, on va en parler, d'avoir 2 profs sur ce plateau, même si vous êtes ancien professeur, mais enfin, c'est très important quand même. Vous êtes agrégé donc d'EPS en éducation prioritaire, engagé cette année vos élèves dans la rédaction d'un ouvrage que j'ai sous les mains, un livret, les Jeux Olympiques et Paralympiques racontés aux enfants, par les enfants, par les élèves du collège Nicolas Boileau de Chennevières-sur-Marne dans le 94 et leurs enseignants. C'est très chouette d'avoir fait ce petit livret, on va en parler évidemment pour pouvoir comprendre ce que l'on vit déjà et ce que l'on va continuer de vivre au fur et à mesure du temps, la manière dont on va en parler aussi à nos enfants, le partage de ce moment si fort, si important que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors, les JO dans moins de 4 mois maintenant, à Paris, on dit que les Jeux Olympiques et Paralympiques fédèrent les peuples. C'est une phrase qu'on retrouve souvent. Est-ce que c'est une réalité pour vous, Madame la députée ? Bien sûr. Alors moi, je suis professeure de lettres classiques à l'origine, donc depuis l'Antiquité. Ce sont des événements qui attirent énormément de monde. Donc évidemment, c'est quelque chose de très populaire et ça va associer à la fois les particuliers, les collectivités, les élus, la nation tout entière, les sportifs bien évidemment, sont réunis pour faire cette grande fête que vont être les Jeux Olympiques et Paralympiques. On a beaucoup de chance de vivre ça, l'un et l'autre. Et moi, je suis très contente d'être invitée aujourd'hui et de retrouver en plus un collègue. Donc merci à vous. Mais merci à vous d'être sur ce plateau, surtout pour parler de cet événement. Le fait de voir ces athlètes remporter, parce qu'on l'espère qu'ils vont le remporter, des médailles, cela soude réellement un peuple aussi, selon vous, Maxime Scotty. Qu'est-ce qui fait ça ? Qu'est-ce qui crée ce moment ? Forcément, le modèle du champion, il y a toute une histoire derrière le champion, et c'est aussi vers ça qu'il faut amener les élèves à comprendre que le champion n'est pas qu'une performance à un instant donné. Et les Jeux Olympiques sont justement l'occasion de vivre une histoire de champion. C'est Georges Vigarello qui parle d'histoire de champion, pour les amener vraiment à comprendre que c'est tout un processus avec des défaites, avec des victoires. Le plus faible va remporter contre le plus fort, avec des événements inattendus. Donc forcément, tout ça crée de la passion. Et cette passion-là, on espère, tant que les JO ne sont pas passés, on ne le sait pas, mais en tout cas, on espère que les jeunes se retrouvent derrière nos champions, les découvrent et se disent « Waouh, j'aimerais soit devenir ça » ou « Juste, je suis passionné de voir ça ». Parce qu'on n'est pas là pour faire des champions de nos élèves, mais par contre, on est face à un modèle sportif, un modèle de perfection, même s'il y a de la défaite derrière, il y a de la perfection. Et donc voilà, on sait les amener à s'intéresser au phénomène sportif comme phénomène social total, et donc les ouvrir à cette culture-là. Est-ce qu'on associe la réussite des athlètes à la réussite d'un pays tout entier ? Alors ça, je pense que c'est plus une association au départ politique, parce que forcément, on organise un événement, il y a des athlètes qui sont là pour représenter un pays, et je pense que d'un point de vue politique, oui. Après, au niveau des jeunes, il faut les emmener à se reconnaître dans le champion. Je ne suis pas sûr que tous fassent ça instantanément, sachant qu'ils n'ont pas tous la même culture sportive et donc ne se reconnaissent pas forcément tous derrière les mêmes champions. Mais on se reconnaît forcément plus, on est toujours plus fier d'un champion qui gagne qu'un champion qui perd. Mais donc voilà, il faut vraiment les amener à découvrir ces histoires. Au-delà de l'aspect sportif, évidemment, compétition, dont on va parler tout au long de cet échange, il y a la notion de nation qui rentre en jeu quand même. C'est la nation qui tout d'un coup se réunit et qui met à l'honneur ces Jeux Olympiques et Paralympiques qui sont donc vus par le monde entier. Ernest Renan, et je reprends une phrase de votre livret qu'on retrouve, beaucoup d'informations qu'on retrouve donc dans ce livret publié donc aux éditions EPS. Ernest Renan, à qui on demandait ce qu'était une nation, il répondait « Une grande solidarité constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore ». Ça, c'était à la Sorbonne et c'était en 1882, donc il y a quelques temps. Est-ce que faire nation par le sport, donc c'est l'ambition de 2024 pour les JO, est-ce que vous pensez qu'une fois ces JO terminés, eh bien justement, nous reviendrons à une nation qui, malheureusement, on peut le dire, ne met pas le sport au centre de ses priorités ? Le sport, c'est toujours des grands moments de cohésion. Moi, je me rappelle avoir vécu en 98 la Coupe du Monde. Donc, évidemment, il y a une forme de patriotisme avec le drapeau. Je crois que c'est un patriotisme dans le bon sens du terme. C'est quelque chose d'important. Et même en local, je pense qu'on porte nos champions. Moi, j'ai un petit champion en local que j'ai eu comme élève, qui va courir et qui va être à l'épreuve de marche lors des Jeux Olympiques, qui s'appelle Gabriel Bordier. Je salue. Et donc, même pour le département, c'est important d'avoir son champion à Paris. Donc il y a une forme d'unité. Est-ce que derrière on va garder l'unité ? On sait que la société est
quelque part fracturé, archipélisé, mais il faudrait évidemment profiter de l'esprit des Jeux pour garder cette cohésion qui est fondamentale à notre époque actuelle. Je cite le SNEP, Maxime Scotty, la communication ne peut pas cacher la réalité. En l'état actuel, il n'y aura pas d'héritage des Olympiques et Paralympiques. Alors le problème de pas simple cette question. Non, le problème de l'héritage, c'est que il se prépare. L'héritage au niveau local n'est pas forcément le même qu'au niveau national. Les ambitions d'héritage ne sont pas les mêmes en fonction des échelles, en fonction des populations qu'on a en face de nous. Après, moi, en tant que prof de PS dans un collège, je pense que l'héritage se prépare. Là, cet ouvrage est aussi l'occasion de préparer un héritage, mais moi, à mon échelle, en tant qu'enseignant de PS, face à mes élèves, de préparer cet héritage-là pour les ouvrir culturellement et donc profiter des Jeux Olympiques comme moyen pour les ouvrir culturellement pour la suite, et puis ancrer surtout un projet fort au sein d'un établissement qui sera un marqueur de qualité au sein d'un établissement d'éducation prioritaire et qui pourra peut-être attirer de nouvelles populations. Après, le SNEP qui lui se positionne au niveau national, on peut se poser des questions, mais de toute façon, tant qu'on n'a pas passé les Jeux Olympiques et tant qu'on n'est pas à l'après, il est difficile de poser un constat. Après, on peut poser des inquiétudes, certes, mais ça, c'est le SNEP et je les laisserai se... En tout cas, ces Jeux Olympiques et Paralympiques peuvent aussi servir à cela. On l'imagine, Amélie Oudéa-Castéra disait l'opportunité de remettre le sport au cœur de la vie des citoyens. Est-ce qu'on a besoin de cela aussi, selon vous, Madame la députée, de pouvoir aussi être davantage, mettre du sport au cœur? Vous le disiez, hein, vous êtes agrégé donc, oui, de français, de lettres classiques, pardon. Vous avez été prof de français aussi, de latin, de grec. Les mathématiques, on sait que c'est important pour vous. Vous avez fait d'interventions sur l'importance, évidemment, des savoirs fondamentaux, dits fondamentaux. Est-ce qu'on devrait mettre le sport au même niveau que les maths et le français? Mon cas est intéressant, c'est que d'abord je suis agrégée de lettres classiques, mais j'ai aussi fait beaucoup de sport, parce que je viens d'un département où c'était très important, et j'ai pratiqué énormément de sport quand j'étais adolescente et au lycée. J'étais une enfant plutôt timide, réservée, tout ce qu'on veut. Le sport m'a beaucoup aidée, m'a accompagnée, et je trouve que c'est crucial parce qu'on est dans une société où les jeunes sont de plus en plus sédentaires devant les écrans. Or, faire du sport, prendre cette habitude-là, c'est une question de prévention pour la santé. Et donc, il est impératif de faire du sport au quotidien et c'est le message des Jeux. On parlait d'héritage. Sur nos territoires, il va y avoir des équipements sportifs qui ont été mis en place. On espère aussi qu'on va améliorer les conditions. Je sais que les gymnases, la question des gymnases dans les collèges, c'est important. Il faut qu'il y ait ce plan de rénovation des équipements pour qu'on puisse pratiquer du sport au plus près et vraiment cette politique du sport au quotidien, ça devienne une réalité, ça reste une réalité. C'est crucial le sport. C'est vraiment un enjeu de bien-être. C'est vraiment aussi important. Alors moi, je défends aussi la lecture à l'Assemblée. Je suis présidente du groupe Livre, mais associer les deux, c'est capital. Mens sana, incorpore sano. Le sport permet justement de mieux apprendre? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça permet de se dépasser. D'abord, dans l'effort, on va retrouver la même chose quand on fait des études, par exemple. On a besoin de cette notion de dépassement de soi, d'endurance, d'effort. Donc ce sont des valeurs qu'on a besoin dans la vie, au quotidien, dans toutes les épreuves qu'on peut affronter dans la vie. D'ailleurs, le vocabulaire est intéressant. C'est l'occasion rêvée, avec ces Jeux Olympiques évidemment et Paralympiques, de pouvoir reparler de l'importance du sport. Ça fait un peu bateau de le dire, mais j'aimerais quand même qu'on replace le contexte. La France, c'est peut-être pas le pays, le mieux placé pour en tout cas pour présenter le sport au cœur de la société. Est-ce que c'est pas l'occasion rêvée pour cela, Maxime Scotty? Mais de toute façon, les Jeux Olympiques sont un moyen, un inducteur parfait pour justement remettre le sport en avant. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, il y a les Jeux Olympiques qui mettent en avant le sport et de l'autre côté, la grande cause nationale qui met en avant l'activité physique. Et il y a cette distinction entre les deux, où l'activité physique est nécessaire, elle est importante et il faut la développer. Mais le sport est un élément culturel qui est aussi un témoin des avancées, des savoirs dans différentes disciplines. Et c'est aussi l'enjeu de cet ouvrage-là, c'est de montrer que le sport mobilise l'entièreté finalement des connaissances scientifiques qui l'entourent pour lui permettre de s'améliorer au quotidien. Et les pratiques sportives qu'on voit aujourd'hui et les Jeux Olympiques qu'on regarde, et regarder l'histoire des Jeux Olympiques permet aussi de se rendre compte de l'évolution des technologies, l'évolution des connaissances scientifiques, l'évolution, etc., etc. Donc oui, les Jeux Olympiques sont le moment idéal pour remettre le sport au centre, mais surtout redonner de la valeur au sport et refaire comprendre ce qu'est le sport en tant qu'élément culturel et pas uniquement en tant qu'élément de pratique. Que représente l'olympisme dans la tête d'un collégien, d'un garçon de 12-14 ans? Pas grand-chose.
On va être franc, hein. Enfin, en tout cas, moi, de mon ressenti, dès qu'on leur parle des Jeux Olympiques, ils sont très jeunes, hein, donc ils n'ont pas vécu beaucoup d'Olympiades, et quand ils les ont vécues, ils étaient assez jeunes, donc pas forcément avec un niveau de conscience très élaboré. Donc c'est toute une culture à construire. Il ne s'agit pas juste du jour au lendemain de dire bon bah en 2024 tu auras les Jeux Olympiques à Paris. Non, tout ça c'est une construction, c'est un accompagnement des jeunes pour leur faire comprendre que l'olympisme, bah, ça a des valeurs positives, mais ça a aussi des dérives. Et donc il faut les emmener à avoir, et c'est le rôle de l'école, hein, les emmener à être des citoyens lucides. Et les Jeux Olympiques doivent nous inciter à les emmener vers cette lucidité face aux valeurs de l'olympisme, mais aussi aux dérives, le dopage, la triche, etc., qui existent au sein du sport. Et donc, c'est un inducteur parfait pour ça. Vous parliez tout à l'heure de l'image, justement, de ce que ça véhicule comme image qui est très importante. L'image, c'est aussi des installations qui sont en train d'être montées, et on espère finies d'ailleurs pour les JO. C'est tout ce qui va être créé pour cet événement mondial. Est-ce que c'est pas décorrélé pour un collégien qui voit, on en parlait à l'instant, la vétusté, par exemple, de ces installations sportives au sein des établissements, pardon? C'est justement pour ça qu'il y a une politique d'équipement au plus près des territoires. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des outils pédagogiques qui sont intéressants. Nous, on avait visité le village olympique parisien. Et il y avait une exposition qui accompagnait justement ce qui pouvait être fait à Paris et qu'on peut faire circuler dans les territoires pour montrer ce qu'on fait aussi pour le pays. C'est pas que pour soi, à côté de chez soi, mais c'est aussi effectivement pour l'ensemble de la nation qu'on a construit des équipements qui vont rester et marquer l'histoire. Il parlait tout à l'heure des élèves de collège. C'est vrai que c'est compliqué pour eux de se représenter l'olympisme, mais c'est là où les autres matières vont être importantes aussi. L'histoire, moi le latin, je faisais ça aussi. Hein. Il y avait déjà des champions dans l'Antiquité, donc amener les élèves à s'interroger sur évidemment, les JO d'Athènes. Le culte du sportif, le culte du résultat, c'est aussi très intéressant. Je me rappelle avoir traduit des textes avec Milon de Crotone, et les élèves comme ça perçoivent ce qu'il y a de durable aussi dans l'humain, qui a cette culture effectivement du sport, du résultat, mais on doit aussi intégrer évidemment ceux qui sont moins sportifs, pour qui c'est moins évident, qui ne feront pas des champions, mais qui doivent comprendre qu'au quotidien, ça va leur apporter quelque chose de se dépasser et de faire des efforts et d'essayer de progresser. Ils ne feront pas des champions ou pas, parce que pourquoi pas? C'est-à-dire que si on les met dans une prédisposition justement à pouvoir devenir des champions, est-ce que c'est pas ça aussi le problème de la France? C'est de se dire constamment, on se focalise sur les fameux savoirs fondamentaux, à savoir le français, les maths et autres, et puis après, on oublie un peu justement la matière, enfin le sport en l'occurrence, l'EPS, c'est ce qu'on distingue du sport, l'éducation physique et sportive. Est-ce que aussi on devrait pousser, pourquoi pas, les enfants à aller vers le sport pour en faire un métier? Alors oui, après l'objectif là de l'école, évidemment, c'est pas d'en faire des champions. Et d'ailleurs, l'objectif de l'olympisme à la base, hein, c'est d'aller se pousser le plus haut, le plus fort, le plus loin de soi-même, plus que par rapport aux autres. Donc, mais c'est intéressant parce que je fais le lien. C'est vrai qu'avant les Jeux de Paris 2024, finalement, le prof qui parle le plus de l'olympisme, c'est pas le prof de PS, c'est souvent le prof de latin. Et donc, faut pas l'oublier aussi au moment des Jeux Olympiques, c'est plus le prof de PS, c'est l'ensemble des enseignants. Et donc ça permet de revenir aux valeurs initiales de l'olympisme pour se rendre compte que l'EPS et le sport n'est pas là pour faire des champions. S'il y a des champions qui se détachent, tant mieux, et ils trouveront leur voie parce qu'il y a des voies qui sont adaptées. Par contre, emmener chaque élève à avoir une culture de l'effort, à avoir une culture de sa propre réussite, de son propre progrès, c'est essentiel. Et à partir de ce moment-là où on comprendra que le sport n'est pas juste un défouloir, l'EPS au collège, au lycée, même en élémentaire, n'est pas juste un défouloir, mais il est là pour apporter des vraies connaissances sur soi-même, sur l'activité, sur les autres, et ben là on pourra se dire, bah oui, en fait, le corps c'est quand même l'élément qui nous suit tout le temps, tous les jours, 24 heures sur 24. Il est important d'en prendre soin au même titre que l'esprit et arrêter de détacher l'un et l'autre parce qu'ils fonctionnent ensemble au quotidien. Et donc l'EPS doit être l'occasion justement de renouer ça. Et voilà, et ce contexte est plutôt favorable. Il ne faudra pas laisser tomber du jour au lendemain une fois que les Jeux Olympiques seront passés. Donc en cours de maths, travailler le périmètre des stades, en cours d'histoire, reparler effectivement de l'historique. Voilà, de l'historique dans l'histoire des athlètes, et de pouvoir insuffler un peu de sport, entre guillemets, bien ou en sûr. Tout cas d'olympisme, là pour cette année et pour la suite. Surtout ça. C'est ça, comprendre que le sport n'est pas
n'est pas juste l'objet du cours de PS. Le sport, c'est un objet culturel qui peut être manipulé, qui doit être manipulé par l'ensemble des enseignants. Si on veut faire le lien entre chaque discipline scolaire qui elles-mêmes sont quand même très cloisonnées entre elles, on a un élément formidable qui est le sport, pour dire voilà, les mathématiques permettent de calculer le périmètre d'un stade et comprendre pourquoi les lignes d'athlétisme sont décalées. Le prof de physique peut nous expliquer l'aérodynamisme des nageurs qui n'ont pas de poils, donc je vous reprends des thématiques qu'il y a dans le livre. La prof d'SVT peut nous expliquer que quand on fait un effort, on transpire. Et donc en fait tout ça, le sport est un fédère, ne serait-ce que par l'ensemble, au sein d'un établissement, par l'ensemble des disciplines qui le mobilisent et qui doivent le mobiliser. Les JO, forcément, les JOP, les Jeux Olympiques et Paralympiques, permettent aussi de sensibiliser à plein d'autres choses, évidemment à l'inclusion de manière générale, au handicap, et aussi à cette question qui est posée, là je le vois, page 71 dans le livre, pourquoi les femmes ne participaient pas aux premiers Jeux Olympiques? Plein de vecteurs qu'on a complètement oubliés, plein d'informations qui ont été occultées et qui pourtant revêtent évidemment une information principale, primordiale aujourd'hui, qui est la place des femmes dans le sport. Oui, bien sûr. Cette semaine, c'est la semaine olympique et paralympique. Donc, c'est un moyen de sensibiliser à justement ce qu'on peut faire au niveau du paralympisme. C'est très important. Puis, vous parlez effectivement de la place des femmes. Alors, autant dire que dans l'Antiquité, le sport, elles étaient en dessous des esclaves. Donc, c'est souvent des questions qu'on a d'élèves, justement, dès lors qu'on se penche sur l'histoire des Jeux. Et puis, effectivement, ces premiers Jeux où les femmes avaient des Jeux annexes, mais pas les Jeux olympiques, puisqu'elles n'avaient pas le droit de participer aux Jeux Olympiques. Donc le sport est un formidable moyen d'éveiller à tous ces sujets de société qui sont très importants. Alors, on va parler évidemment de ce livre aussi, on en parle tout le temps d'ailleurs, mais tout au long de cet échange, mais parce qu'il y a plein d'informations que j'ai retrouvées, notamment toutes les disciplines qui seront présentes évidemment pendant ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous dites que vous avez écrit avec les enfants et pour les enfants. Est-ce que vous les sentez pas forcément suffisamment informés ? Oui, très clairement, ils sont pas informés, mais alors pour tout vous dire, même nous en tant qu'enseignants, le fait de les d'investir nos élèves dans l'écriture d'un livre nous emmène nous aussi à s'informer sur des choses sur lesquelles on n'avait pas forcément les éléments pour leur répondre à un moment donné. Donc c'est aussi une co-construction qu'on a eue avec les élèves. Donc oui, il y a l'haltérophilie par exemple fait partie des premières disciplines à être présentes au JO d'Athènes en 1896, mais c'est encore présent là cette année, excusez-moi, mais moi je l'apprends complètement. Mais oui, merci. C'est l'enjeu de ce livre-là et c'est aussi l'enjeu d'aller ouvrir nos élèves d'éducation prioritaire sur une culture sportive qu'ils n'ont pas et qui ne les intéresse pas forcément ou à laquelle ils n'ont pas accès. C'est leur montrer en fait l'entièreté des sports au moins olympiques, parce que attention, les sports ne se résument pas juste aux sports olympiques et paralympiques, mais pour les amener à découvrir d'autres choses que ce qu'ils connaissent et auxquels ils ont accès au quotidien. Donc oui, il y a l'haltérophilie, même l'équitation, on pourrait, c'est pas des activités comme ça qui, naturellement, pour eux, ils sont prêts à le voir au moment des Jeux Olympiques. Donc c'est aussi les inciter à aller regarder des disciplines qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, en feuilletant le livre, en disant tiens, il y a celui-là, tiens, il y a le hockey sur gazon. Et pareil, le hockey sur gazon, je le vois, j'ai envie d'aller le regarder. Ou alors je suis devant ma télé, je regarde un sport que je ne connais pas, que je ne comprends pas, j'ouvre mon livret et j'ai une présentation sommaire, parce qu'on ne peut pas non plus faire une encyclopédie pour chaque sport, mais qui permet de les éclairer et surtout de les munir face aux nouvelles pratiques qu'ils ne connaissent pas et les inciter à regarder ces mêmes pratiques s'ils n'avaient pas eu l'idée ou si même ils les connaissaient pas. L'occasion de reparler effectivement des symboles que sont effectivement les Jeux Olympiques et Paralympiques. On parlait de l'équitation à l'instant. Est-ce que tous ces sports-là, c'est aussi une façon de pouvoir les ramener, encore une fois, dans la société, vraiment dans l'école aussi, dans la sphère en tout cas de l'éducation ? Oui, bien sûr, les médias mettent en avant effectivement certains sports, il y en a d'autres qu'on voit beaucoup moins. Moi, l'équitation, j'y suis très attachée parce que je viens d'un territoire où le cheval, c'est très important, en ruralité. La Mayenne, c'est une terre de cheval, comme la Manche, comme certains départements de l'Ouest. Et c'est vrai que d'un coup, on a cette visibilité. Et quand on rencontre les professionnels sur le terrain, ils nous disent souvent, c'est dommage, nos sports, on ne les voit pas. Le dressage, notamment, c'est un sport on ne connaît pas, à part lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc c'est vraiment le moment de mettre ça en avant et c'est vraiment un plus pour nos territoires. Et c'est vrai que ça peut permettre à des élèves de découvrir des sports qui vont leur donner envie d'en pratiquer. Sensibiliser aussi les jeunes au bénévolat, peut-être, à travers ces jeux. Est-ce qu'on pourra faire en sorte que nos enfants, nos jeunes, et peut-être même aussi les moins jeunes, parce qu'il faut se motiver tous, pour pouvoir évidemment faire partie de ces jeux et aider ?
Oui, alors il y aura 45 000 bénévoles pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Les candidatures sont déjà parties et officialisées, donc il y aura 45 000 bénévoles. Il y a des places offertes aux bénévoles aussi via la billetterie gratuite. Il y a aussi beaucoup de places il y a 258 000 billets pour nos jeunes. Donc ça, c'est important que ces Jeux soient accessibles à tous, et notamment à ceux qui s'investissent. Il y a aussi des places pour les fonctionnaires de catégorie B et C, 24 000 billets, je crois, de mémoire. Donc tous ces billets, la billetterie populaire doit se mettre en pratique aussi pour qu'un maximum de personnes puissent accéder aux Jeux. Il y a ce débat, parce que vous parliez dans l'intitulé de l'émission, il y avait aussi les tensions. Effectivement, il y a eu quelques sujets sur est-ce que tout le monde peut avoir accès aux Jeux, puisque effectivement certains billets sont relativement chers. Relativement, je ne sais pas si c'est le terme. Ils sont très chers. Sont très chers, c'est ça. On est dans l'ordre des autres Olympiades, mais il se trouve que c'est effectivement difficilement accessible pour beaucoup de personnes. Et effectivement, c'est bien qu'il y ait quand même ce volet billetterie populaire qui permette à certains de participer aux Jeux. Certains, c'est combien de personnes? La billetterie populaire, c'est alors 258 000 billets pour la jeunesse. Vous avez 110 000 pour les personnes en situation de handicap. 27 000 pour les personnes en situation de handicap. 110 000, c'est pour les bénévoles. Et puis, il y a également des billets, 24 000 pour les catégories B et C, de mémoire. D'accord. Bon, il y a peut-être une confusion générale, mais enfin, en tout cas, on sait qu'il y aura effectivement des billets qui seront peut-être un peu plus accessibles. Oui. Et ces installations qui ont été faites pour ces Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'on en fait après ? Parce que ça aussi, ça fait partie des tensions et des discussions. Est-ce que la grande cause nationale du sport en 2024 sera aussi la grande cause en 2025 ? On fait quoi du sport en 2025 ? Évidemment, on le poursuit dans le possible. Évidemment, les équipements resteront. Donc, ce sont des Jeux normalement où les équipements sont faits pour être réemployés, notamment le village olympique. Bon, les logements vont être vendus. Donc, il y a quand même un dispositif très intéressant pour la Seine-Saint-Denis. Donc, ça, c'est quand même très important. Et puis après, nos équipements vont resservir. Alors, il y a eu le sujet de la piscine olympique qui n'est pas de taille démesurée parce qu'elle doit resservir au quotidien aux Parisiens et non pas être un équipement démesuré et vide ensuite. Donc il y a eu une vraie réflexion sur l'utilisation des équipements après les Jeux. Et donc c'est très important. On a également la marina de Marseille qui a été rénovée, donc ça c'est très important aussi pour la ville de Marseille. Donc tout a été normalement pensé pour l'après-Jeux aussi. Bon, eh bien, écoutez, on se refera un point justement après-jeu pour voir si le sport est enfin au cœur de la société. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau, Géraldine Maillet. Vous êtes députée MoDem, vice-présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, membre du groupe de travail donc, de suivi de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Maxime Scotti, professeur agrégé d'EPS, auteur de ce livret Les Jeux Olympiques et Paralympiques racontés aux enfants par les enfants, édition EPS. Et puis on espère qu'il soit diffusé largement. C'est aussi un peu l'enjeu. Donc, comme c'est pas un produit Paris 2024, on peut pas le commercialiser. Par contre, on est en recherche d'institutions, de collectivités en mesure de nous aider dans le financement de sa diffusion le plus large possible. Donc, le ministère des Sports, via la Grande Cause Nationale, nous aide pour au moins une diffusion minimale, mais qui permette au moins de donner existence à ce projet-là. Mais plus l'envergure sera grande et plus on mettra en lumière le travail de ces jeunes qui sont avant tout, eux, les auteurs de cet ouvrage. Et le travail des professeurs autour des Jeux Olympiques et Paralympiques, en espérant que ça donne envie à beaucoup d'enseignants de me prendre la même voie ou de faire d'autres projets. Parce que votre travail est remarquable, évidemment, autour des Jeux Olympiques et Paralympiques. Merci. Voilà, ça c'est dit. Et j'ai appris plein de choses. Merci à vous deux. On marque une courte pause dans le Grand JT. On se retrouve tout de suite. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs,
L'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et de voilà, qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Céline Grède. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable du département des sports au pôle Léonard de Vinci. Et également David Raymond, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'être avec nous. Vous êtes coordinateur sport du pôle Léonard de Vinci. Ce fameux pôle, on va en parler car il a développé un projet absolument inédit. Moi, je peux en parler, mais je pense que vous ferez beaucoup mieux que moi, Céline Grède. Oui, bonjour. Oui, en tout cas, merci de nous accueillir. Oui, donc Céline Grède, responsable du département des sports du pôle Léonard de Vinci. Donc le pôle Léonard de Vinci, c'est un établissement un peu particulier. C'est un établissement qui regroupe 3 grandes écoles d'enseignement supérieur. Donc nous avons une école de management, une école d'ingénieurs et une école du numérique. Et dans ce pôle, donc, où le sport est obligatoire depuis sa création, donc le pôle est assez récent, enfin il date de 1995, le sport fait partie intégrante des 3 écoles et il est transverse. Alors pourquoi on parle de transversalité? Parce qu'on fait beaucoup d'événements au pôle qui regroupent les 3 écoles et surtout toutes les années. Donc nous, par exemple, le sport obligatoire, on l'organise avec les 3 écoles et les 5 années. Et c'est ce qui vous a motivé justement, David Raymond, pour pouvoir faire partie de ce projet, puisque vous êtes coordinateur sport, donc justement du fameux pôle. Quand on vous a appelé pour vous le proposer, vous avez dit quel est le challenge? Le challenge, effectivement, donc moi, pour la petite anecdote, j'ai fait 2 ans d'alternance dans le cadre de mes études. Et après est venue la question de si je continue ou pas. Et j'ai immédiatement accepté parce que, bon, déjà d'une part, j'aime bien tout ce qui tourne autour du sport, etc. Et c'est vrai que la transversalité, c'est vraiment un des points forts du pôle Léonard de Vinci. Et ça permet à tous ces différents profils, ingénieurs, managers et aussi... multimédia, c'est ça, numérique, de travailler ensemble sur des projets... ça va du développement durable au sport. C'est vraiment quelque chose un point fort pour le pôle Léonard de Vinci. Alors, sur le sport, à proprement dit, ça, on le conçoit tout à fait. Comment amener le sport, justement, dans d'autres domaines sur lesquels il n'est pas forcément attendu? C'est-à-dire que, par exemple, vous parliez de tout ce qui est ingénieur, l'école d'ingénieurs qui fait partie, donc, le SILV, c'est ça? SILV, tout à fait. Voilà, qui fait partie donc, du pôle Léonard de Vinci. Comment vous faites pour pouvoir injecter, entre guillemets, le sport au centre de cet enseignement et cet apprentissage? Alors, si on parle de l'école d'ingénieurs, ils sont très sportifs, les ingénieurs. C'est vrai que l'ingénierie demande une certaine rigueur et le sport, ça demande aussi une certaine rigueur. Donc, nos étudiants d'ingénieurs sont très investis. Par exemple, on fait de la compétition et nos 3/4 des étudiants viennent de l'école d'ingénieurs. Ils sont souvent capitaines d'équipe, voilà. Mais par contre, on a aussi des étudiants de l'école de management et du multimédia. Mais c'est vrai qu'on essaye de véhiculer à travers le sport des choses qu'ils vont retrouver dans le milieu du travail. C'est-à-dire le sport, l'entraide, la combativité, la collectivité, tout ça. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le milieu du travail. D'accord. Alors cette semaine,
grand événement. Vous organisez justement, le pôle Léonard de Vinci organise plusieurs activités sportives qui sensibilisent à la fois aux problématiques de l'inclusion de manière générale, à la fois le handicap et puis toute forme de racisme qui peuvent être évidemment malheureusement trop fréquents. Comment ça s'est organisé, puisque je crois que la première journée c'était aujourd'hui? Alors, on a commencé déjà il y a une semaine avec une conférence et aujourd'hui, c'était notre gros événement. Donc, depuis, si je ne me trompe pas, 2018, nous avons eu un label, le label Génération 2024. Et depuis 2018, donc nous étions dans les 4 premiers établissements d'enseignement supérieur à avoir ce label. Donc, pour nous, c'était important parce que le sport est obligatoire depuis sa création. Et depuis 2018, nous organisons une semaine olympique et paralympique. Et donc là, c'était aujourd'hui la première journée sportive. Donc, vous avez raison, c'était aujourd'hui. Et donc, on a organisé au sein de nos locaux. Donc, nous sommes à la Défense, donc au cœur du quartier d'affaires. Donc c'est vrai que c'est quand même un beau. Enfin, on est très bien placé au niveau des entreprises. Donc on a organisé aujourd'hui une vingtaine, 25 si je ne me trompe pas, stands sportifs. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a comme stand sportif? Parce que moi, j'imagine pas au cœur de la Défense des stands sportifs. Je l'imagine au cœur de la Creuse, dans des endroits très. Non, mais c'est vrai, dans la ruralité, etc. Comment, dans la Défense, c'est-à-dire que vous faites des jeux de piste entre les tours? Comment ça se passe? C'était vraiment au sein de nos locaux. Dans nos locaux. Voilà, donc on a la chance de... Vous avez des grands locaux. C'est ça, voilà. Oui. Mais c'est des petits stands associatifs, donc il faut savoir qu'on a 58 associations au sein du pôle Léonard de Vinci. Ah oui, donc beaucoup de fêtes, donc. C'est ça, que ce soit des associations techniques, sportives, artistiques, etc. Et donc on a mobilisé donc une vingtaine d'associations au sein de nos locaux et chacune avait un stand à gérer avec une animation à encadrer. Et aussi devant l'entrée de notre établissement, on a fait venir un mur d'escalade qu'on a dressé, un mur de 8 mètres. Donc c'était plutôt sympa et les étudiants étaient plutôt contents de participer à cette journée. J'imagine. L'escalade d'un côté, très bien, les associations de l'autre. Qu'est-ce qu'il y avait comme type, justement, d'ateliers dans les associations? Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme sport? On avait un peu de tout. On avait du basket fauteuil, de la boccia, donc ça c'est un sport handisport. On avait aussi du tennis de table. On avait aussi une initiation lutte à l'aveugle. On avait du cécifoot. On a eu une initiation, parce qu'on a beaucoup d'associations de pom-pom qui ont fait une initiation et des étudiants sont venus faire des stunts avec eux. On avait une initiation aussi gym au sol avec un trampoline, des acrobaties. On a des étudiants aussi de l'école d'ingénieurs qui ont créé un mur connecté. Donc ils ont installé leur mur aussi dans notre bâtiment, en plus du mur devant le pôle. Mur d'escalade mais connecté? Voilà, tout à fait. Excusez-moi, expliquez-moi, parce que je suis perdue. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on est connecté à qui? Non, en gros, c'est un mur où il y a des LED, des espèces de LED qui s'allument pour montrer la voie à suivre pour grimper, quoi. Ouais. Voilà. Pour montrer la voie à suivre, pour regarder dans le ciel. Par rapport au niveau de l'étudiant aussi, par rapport à un niveau, ils peuvent leur dire de quelle prise prendre et voilà. Et les prises sont illuminées par des LED. D'accord, très bien. Et alors ça c'était aujourd'hui. Demain, qu'est-ce qui se passe? Alors demain, donc le sport est obligatoire et ça se passe le jeudi. Donc le jeudi après-midi est banalisé pour la pratique du sport. Donc on a à peu près 4000 étudiants qui vont. Alors comme vous l'avez dit, on n'a pas beaucoup d'installations. On a quand même des belles installations dans nos locaux. On a 2 belles salles de musculation, 3 salles de cardio, 3 salles de fitness et un quand même. Non, c'est super. Mais pour accueillir 4000 étudiants, ça reste un petit peu limité. Et donc on utilise pas mal d'installations de 92 et donc nos étudiants vont demain après-midi faire une initiation sensibilisation à l'handisport. Donc on a à peu près 60 professeurs qui vont échanger, faire du volley assis, du judo aveugle, de l'athlétisme aveugle. Voilà, donc demain c'est une sensibilisation pour à peu près 4000 étudiants du sport adapté. Et comment réagissent les élèves, justement, enfin les étudiants, lorsque leur vous parlez de ce type d'inclusion? Est-ce que pour eux c'est une évidence? Est-ce qu'ils se rendent compte à quel point c'est important d'en parler aujourd'hui? Oui, je pense que c'est très important. On en parle voilà, les étudiants, c'est vrai qu'on en parle assez souvent. Enfin, je pense qu'on fait aussi des semaines transverses. On a fait une semaine transverse sur le développement durable. Donc, en fait, tout ça, je pense que ce sont des thématiques qui touchent nos étudiants. Et on en discute vraiment. Je pense qu'ils sont ravis de pouvoir en discuter avec leurs professeurs. Et c'est vrai qu'il y a un échange un peu particulier parce qu'un cours de sport, c'est pas comme un cours de management. Il y a vraiment un autre relationnel et donc je pense qu'ils sont ravis de ça. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil pour les étudiants pour qu'ils intègrent le sport dans leur routine d'apprentissage? David Raymond. Alors quel conseil? Après c'est vrai que comme disait Céline, c'est avant tout une rigueur. Donc le sport ça demande beaucoup de rigueur. Mais je pense que quand on est bien organisé, on arrive forcément à trouver du temps pour pratiquer du sport. Et notamment par exemple au sein de nos locaux, comme il y a la salle de sport qui est ouverte entre midi et 2 et en fin de journée, et ça offre la possibilité à nos étudiants
de directement faire du sport sur place, éviter les temps de transport, mais aussi en intégrant les associations. Les associations ont aussi des créneaux, par exemple au dojo, à la salle de fitness, etc., pour pouvoir s'entraîner et pratiquer aussi du sport. Donc ça, c'est des temps qui sont vraiment réservés pour les étudiants et pratiquer du sport. Vous arrivez à mesurer l'impact en fait du sport sur les réussites scolaires des élèves? Oui. Alors souvent, on remarque qu'un étudiant, alors parce qu'au pôle Léonard de Vinci aussi, on accueille des sportifs de haut niveau. Et des sportifs de haut niveau à l'école de management, à l'école d'ingénieur, et on se rend compte que souvent, un sportif de très beau niveau, on a des étudiants qui vont faire les Jeux Olympiques, sont assez rigoureux dans leur travail aussi. C'est-à-dire qu'ils ont une exigence sportive comme scolaire. Donc, et je pense que aussi être sportif, c'est être organisé. Et quand on est organisé, on arrive à faire les deux. Parce qu'on a moins de temps, donc on essaye vraiment d'être... 10 minutes, c'est 10 minutes. Donc, on y va, on travaille ou on s'entraîne. Donc, si je résume, plus en fait on fait de sport, plus on a de chances de réussite dans ce que l'on fait. Alors, je pense que... Alors, c'est pas une généralité... Oui, mais je pense que oui, j'ai l'impression que l'un va avec l'autre. C'est aussi une forme d'équilibre, en fait. Tout à fait. Par exemple, le fait d'avoir le jeudi après-midi banalisé, ça fait vraiment un temps à part des cours qui permet aux étudiants de se dépenser et de voir autre chose, et aussi comme le sport est transverse, de faire du sport avec des étudiants des 3 écoles de toutes les années ensemble. Alors a priori, l'été, il n'y a plus de cours, j'imagine. Comment ça va se passer avec ces Jeux Olympiques et Paralympiques qui arrivent? Est-ce qu'il va y avoir une grande réunion de ce pôle Léonard de Vinci avec vos 4000 étudiants? Alors cet été, on ne sait pas trop parce que vu que nous, on est en plein cœur de la Défense, et que le mois de juillet, il va être... nos locaux seront... Nous, on ferme en août. Donc, non, je pense... Enfin, en tout cas, de notre côté, peut-être entre assos, je pense que oui, entre les assos. Mais vraiment, nous, notre temps fort par rapport aux Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est vraiment, en ce moment, c'est la semaine olympique et paralympique. Bon, très bien. Et aussi un étudiant, parce qu'on a la chance d'avoir un étudiant qui est qualifié pour faire les Jeux Para, Alex Portal, qui est notre parrain de cette semaine. Donc on a tous les ans, on a un parrain, et cette année nous avons Diane de Navacelle de Coubertin, une descendante de Pierre de Coubertin, et nous avons Alex Portal qui est sportif de niveau, école d'ingénieur 2e année, qui va faire les Jeux, et nous on va aller le supporter au mois de septembre. On a pris des places pour aller l'encourager. Très bien. Et puis Diane de Navacelle de Coubertin pourra parler justement de la place des femmes dans le sport. Exactement. C'est très important. Exactement. Aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. Céline Grette et David Raymond, qui tous les deux donc, au sein du pôle Léonard de Vinci, qui a développé un projet inédit, transversal, autour de 3 grandes écoles, une école d'ingénieur, management et multimédia. C'est bien ça? C'est parfait, c'est exactement. Merci beaucoup d'avoir été sur le Grand JT. Merci à vous. Merci à vous. On va tout de suite retrouver Malika Ménard dans Souvenirs des colliers, et cette semaine, son invité est le chef Akram Benalal. Et aujourd'hui, tu es chef, tu es entrepreneur. Est-ce que petit, il y a un autre métier qui te faisait rêver? Alors, en fait, je l'ai découvert tard, mais je pense que si je n'aurais pas fait ce métier, j'aurais fait architecte, parce que j'adore travailler les volumes. Ou j'aurais été peut-être artiste aussi. J'aime ça, raconter des choses à travers son histoire. Moi, je le fais à ma manière avec la cuisine, mais voilà, c'est ce que j'aurais fait. On l'a dit, tu as arrêté ta scolarité à 14 ans. Qu'est-ce qui se passe après? On vient en France. À 11 ans. Oui, à 11 ans. Et à 14 ans, tu quittes. À 14 ans, on arrive en France. Ouais. Et donc, il y a eu 2 ans durs. C'est toute la famille qui revient en France? Oui, parce qu'en fait, à l'époque, de 88 à 94, il y a eu le terrorisme en Algérie qui avait fait des ravages. Il y a eu quand même 200 000 morts. Et donc, à cette époque, ma mère essayait de trouver une solution pour qu'on vienne en France. Et par la suite, donc, on est arrivé exactement à Amboise. Et là, je décide de faire, je voulais être cuisinier. On me dit, va à l'école hôtelière. Sauf que je vais à l'école hôtelière Albert Baillet. Je me rappelle encore, j'arrive, j'avais pas de bulletin de notes. C'est à Tours, oui. Et j'avais pas de bulletin de notes, parce que forcément, il y avait une petite période sans école. Voilà. Exactement. Donc du coup, je me retrouve sans rien. Et on me dit, le seul moyen que vous pouvez faire, ce serait de faire un apprentissage. Ah, je dis, c'est une très bonne idée. Donc là, tu vas faire un apprentissage à Saint-Cyr? Alors, Saint-Cyr, exactement, au CFA de Saint-Cyr. Sauf que, avant, il fallait trouver un patron. Donc, le premier restaurant que je visite, c'était sur la Nationale 10 à Bonnet. C'était un routier.
Et moi, je savais même pas parce que moi, je voulais travailler dans un restaurant. Je rentre, je vois c'est un routier et ma mère me dit, je me rappelle, elle me dit ça, c'est pas un grand restaurant, c'est pas pour toi. Il n'y a pas de nappe blanche et il n'y a pas de moquette. Du coup, donc j'ai trouvé un restaurant avec de la moquette. C'était dans les critères de recherche. C'était dans les critères de recherche. Et elle avait raison parce que finalement, c'était ça, les grands restaurants de l'époque. Aujourd'hui, bon, ça a beaucoup changé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était comme ça. On avait une définition des grands restaurants comme ça. Et j'ai donc trouvé un maître d'apprentissage exceptionnel que je vois toujours parce que je garde toujours des liens avec ceux qui m'ont appris. Restaurant de la Poste à Moulineuf, dans un petit village entre Onzain et Blois. Dans le Loir-et-Cher. Dans le Loir-et-Cher, ouais. Et donc ce restaurant, j'y allais en stop pour aller travailler. On habitait à l'époque à Château-Renaud. Il dit de toi, le propriétaire, que tu étais un surdoué. Figure-toi que je le remercie d'ailleurs, j'espère qu'il regardera. Je les vois bientôt en plus. Et ça a été un moment, tu sais, je pense qu'il a été dans ma trajectoire de vie. Le fait qu'il était là pour moi à un moment donné, j'avais fait 3 mois et j'avais des doutes. Tu sais, on est toujours rempli de doutes. J'avais 14 ans, j'étais jeune. Je me suis dit, je vais jamais y arriver en fait. Et tu sais, il a pris sa voiture, il est venu jusqu'à Château-Renaud. Il est venu me récupérer. Mais s'il n'aurait pas fait ça, tu vois la trajectoire d'un homme de vie, c'est complètement différent, tu vois. Donc c'est plus que merci pour lui. Ah oui, beaucoup. Je lui dois beaucoup parce que j'aurais pu arrêter, j'aurais pu faire autre chose. Et puis finalement, le fait qu'il soit là, qu'il soit venu, ça m'a... T'étais quoi? T'étais surmené à ce moment-là ou t'étais trop plein de doutes ou... Non, j'ai trouvé que... en fait, tu sais, il y a ce qu'on désire, c'est-à-dire le métier. Moi, à l'époque, je voyais tous les grands chefs sur Capital avec les tocs et tout, c'était mon rêve. Parce qu'il y a 2 choses. Il y a monsieur Thierry Poidras qui a fait beaucoup pour moi. Et il y a un autre chef que j'aime tout particulièrement beaucoup, c'est Alain Ducasse, où on est très très proches. Pourtant, j'ai jamais travaillé avec lui, mais on a des liens très forts. On a une affect particulière. Et je te raconte cette histoire parce que la fois où j'ai vu Alain prendre le Concorde, c'était une émission sur Capital. Il prenait le Concorde, il allait à l'Essex House à l'époque à New York. Il faisait le service au Plaza, il prenait le Concorde, il dégustait ses mets dans le Concorde, parce que c'était lui qui faisait la nourriture dans le Concorde. Il arrivait à l'Essex House, il faisait le service, il rentrait après, il allait à Monaco. Je le voyais avec sa valise. Et j'ai dit à ma mère, un jour je serai comme lui, tu vois. Et c'est fou parce qu'il a ses rêves, il a cette ambition que, tu vois, qu'on aimerait tous avoir finalement. Et c'est un peu ça que j'essaie de faire, quoi. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Akram Benallal pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Aujourd'hui, vous ne demandez pas d'amour, mais des preuves d'amour. Non, mais moi, en gros, je veux juste qu'on applique la loi. Moi, jusqu'au 6 février 2000, j'étais un citoyen de plein droit. Le 7 février, j'ai un accident et je perds mes droits. Et la déclaration des droits de l'homme de 1948, elle dit la même chose pour tout le monde, peu importe votre condition, vos origines, bon bref. Et donc, il n'y a rien qui justifie ça. On a des lois. La première loi, elle date de 1975. La loi de 2005, dont on a beaucoup parlé sous Jacques Chirac. Aujourd'hui, elle n'est pas appliquée. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, parce qu'on n'est pas un fait de société, c'est pas vraiment un problème de dire « Ouais, je suis pas très bon sur les handicapés, là, dans mon taux d'emploi. » On dirait jamais ça sur une femme ou sur les noirs ou sur des homosexuels. Aujourd'hui, on le dit plus. Même s'il y a encore du racisme, de l'homophobie, en tout cas, ce sont des faits de société. Vous avez fait, nous avons fait cette révolution, mais les personnes handicapées l'ont pas faite. Donc nous, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est d'avoir des leaders d'opinion, pas un, mais plusieurs. On a beaucoup d'associations et beaucoup de gens qui le font, et d'arriver à s'unifier. Il y a autant d'associations que de personnes handicapées, que de pathologies. Mais demain, si on fait corps, 12 millions de personnes handicapées, 9 millions d'aidants, juste ça, là, on n'est plus une petite minorité. On est un mouvement extrêmement puissant qui peut juste, on ne demande pas plus que les autres, mais revendiquer les mêmes droits. 17 mm, elle le dit très très vite dans le livre, c'est rien et c'est énorme. C'est quoi ces 17 mm alors? 17 mm, c'est la taille de l'embryon au moment où Mona se découvre enceinte. Et je pense que très vite, elle sait qu'elle ne va pas faire un enfant. Mais elle se questionne, elle va quand même sur le net voir c'est quoi un embryon à 6 mm, quelle taille ça fait. Et elle découvre
elle découvre effectivement que ça fait 17 mm. Donc elle regarde sur un double décimètre ce que ça fait d'ailleurs. Elle regarde sur le double décimètre. Puis il y a des sites où on compare l'embryon puis le fœtus à des fruits, à des légumes. Et donc elle se rend compte qu'elle a dans le ventre l'équivalent d'un faillot, lequel. Voilà. Dès le début, il y a ces deux évidences qui coexistent en elle. Elle va avorter, vous l'avez dit, mais en même temps, il y a ces 17 mm qui ne sont pas un bébé, mais qui sont de la vie quand même. Oui. Et moi, je pense que même si on a le droit aujourd'hui, même si c'est légal et plus que légal depuis quelques semaines, je pense que ça reste quelque chose de compliqué. J'en ai pas mal parlé, je le dis à la fin du roman, que ce texte m'est tombé dessus sans que j'aille le chercher. Je ne me suis pas levée un matin en me disant « je vais faire un truc sur l'avortement et puis en plus je vais le faire en vers libre ». C'était dans un train. J'étais dans un train, j'avais un cahier vierge comme par hasard avec moi ce jour-là. J'étais sur le retravail d'autres textes et je pense que j'avais envie de faire quelque chose de neuf et c'est ça qui est venu tout seul. C'est sorti de vous littéralement. Hein, mais vraiment. Il y a des images qui seraient malvenues, mais c'est un truc, effectivement, c'est tombé comme ça et je me suis laissée faire parce que c'était bien agréable en plus. Il y a eu quelque chose de très bizarre avec ce texte. Le sujet est dur, mais l'écriture a été un moment de bonheur, vraiment. De quoi l'école elle a peur aujourd'hui, selon vous, Madame la Présidente? D'être bousculée, de ne pas savoir suivre, de ne pas vivre dans son siècle? Alors, en fait, l'école, elle a peur... Alors, je ne suis pas sûre qu'elle ait peur. L'école, elle est en attente. Elle se demande comment elle peut s'approprier ce nouvel outil, puisqu'effectivement, cette intelligence artificielle, c'est plus un nouvel outil, c'est plus une nouvelle façon de faire, mais en aucun cas, ça va se substituer à un professeur, ça va se substituer à certaines choses qui existent, mais ça va venir compléter une offre, ça va venir aider dans les apprentissages. L'intelligence artificielle, on en met partout, mais on en met par exemple dans des logiciels, dans des systèmes qui vont aider un professeur à mieux cerner le besoin d'un élève, à pouvoir avoir une pédagogie différenciée. Et si on vient sur les IA génératives, donc, qui sont une partie de l'intelligence artificielle, mais comme vous m'avez interrogé sur ChatGPT, donc on voit bien... la crainte qui peut s'exprimer, parce qu'effectivement, il peut y avoir une crainte, c'est que les personnes qui l'utilisent n'aient pas développé suffisamment leur esprit critique pour pouvoir avoir suffisamment de recul par rapport à ce qui va être produit. Et ça, c'est la crainte. Donc, l'enjeu maintenant, finalement, pour tout un chacun, pour l'école, mais pour nous, autour de cette table, dans ce studio, c'est d'avoir suffisamment de connaissances et de recul pour faire ce qu'on appelle les bons prompts. C'est-à-dire, on pose les bonnes questions à ChatGPT. Et ça, c'est vraiment très, très important d'être en capacité, parce que si on veut des bonnes réponses, il faut que l'on puisse poser les bonnes questions et qu'on soit en capacité de se dire, bah oui, ça, c'est bon ou c'est pas bon. Et ça... c'est le défi de l'école. Et l'autre défi, c'est sur quelle base de données sont entraînées ou vont ces intelligences artificielles génératives. Parce que quand on a une grande masse de données, donc comme c'est le cas, par exemple, sur l'Internet que l'on connaît, ChatGPT va aller se nourrir de ces données, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses. Il n'y a pas de capacité à faire la différence. Et donc ça aussi, c'est un enjeu pour l'école, c'est de savoir, c'est d'avoir finalement des systèmes d'IA génératives, mais qui pourraient être dans des environnements où on est sûr que les bases de données, les faits soient justes et vérifiés. Est-ce que le fait d'incorporer les élèves et de faire jouer vraiment la nouvelle génération là-dedans et de les sensibiliser, c'est pas vraiment l'enjeu et peut-être le meilleur vecteur sur lequel on peut jouer pour faire changer les choses? C'est essentiel ce qu'ils font là dans ce club de ces sensibilités. Je connais bien le tournoi et Vincent le dit très bien, c'est que c'est un des événements phares et majeurs parce qu'encore une fois, le sport partagé, que ce soit des personnes handicapées, que ce soit des jeunes, le fait de les sensibiliser par le sport en les initiant, en les mettant dans des fauteuils roulants, en fait vous réglez la question de la différence et de la façon dont on perçoit l'autre. Si on était capable, dès le plus jeune âge, de sensibiliser les enfants là, de nos écoles primaires, de nos crèches, à la différence, ce ne serait plus jamais un sujet. On ne serait pas là, moi je serais au chômage en grande partie. C'est-à-dire que je n'irais pas faire des conférences dans les entreprises pour sensibiliser des managers, des employés, des salariés à la question de la différence. Ça n'est pas un sujet quand vous avez évolué
avec votre prochain de composer avec. Mais c'est la même question quand vous avez des villages où il n'y a que des blancs dans le village, il y a un noir qui arrive d'un coup. Ben non, en fait, pour le coup, si vous évoluez ensemble, ça n'est pas un sujet. On ne naît pas raciste, on ne naît pas homophobe, on ne naît pas discriminant. C'est pas génétique. Tant mieux d'ailleurs, parce que c'est génétique, on serait un peu emmerdé. Mais ça l'est pas. Donc il n'y a rien qui le justifie. Il faut juste apprendre à vivre ensemble. Que ce ne soit pas une vaine promesse politique à chaque élection présidentielle, qu'on le fasse dès le début. Moi, mon enfant, mon aîné, alors le petit, il a que 11 mois, mais le grand, qui a 8 ans, mais ce sera un citoyen exemplaire sur cette question-là. Jamais on surprendra mon gamin à 25 ans à ne pas savoir composer, avoir une juste attitude avec quelqu'un sous prétexte qu'il serait différent, qu'il ait un handicap. Parce que c'est une question d'éducation. Donc là, ce que fait Cesson-Sévigné, le comité Cesson-Sévigné, et ce que font tous ces bénévoles ou ces personnes engagées, ça contribue à une société un peu plus juste, un peu plus saine et plus solidaire. Parce que c'est ça quand même de ce dont on parle. C'est juste de vivre ensemble et puis... mais sans se forcer, et puis c'est vertueux. C'est plutôt agréable d'être, d'avoir des gens bienveillants autour de ça. Ça n'empêche pas de se charrier, ça n'empêche pas de... Mais juste, d'apprécier l'autre pour ce qu'il est et de pas toujours essayer de chercher cette petite différence. Je vous rassure, il y a des différences chez tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Mais on a quand même pas mal de points communs et c'est ça qu'il faut arriver à cultiver. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de School TV. À la réalisation aujourd'hui, c'est Romain Luc, le son Thibaut Goury-Lafont, le maquillage Laure Edmond, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao.